Il y a un dicton suisse qui dit « Le jour où vous verrez sur votre table un dossier suisse, ça voudra dire que tous les Suisses ont dit non ». C'est exactement le même principe en fait dans tous les pays en Europe. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, je reçois Alexis, directeur du développement d'Edmond de Rothschild RIM, société de gestion de la SCPI Edmond de Rothschild Europa. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Alexis, merci d'être là parmi nous. Bonjour Clément. Alors aujourd'hui, on parle de Edmond de Rothschild Europa, une jeune SCPI qui a été lancée en avril 2024. Mais avant de se lancer dans les détails de cette SCPI, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ta société de gestion ? Tout d'abord, un mot sur le groupe Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild est une société indépendante, familiale, qui appartient au groupe Edmond de Rothschild, qui a plus de 250 ans d'histoire, comme je le disais, et qui gère plus de 180 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ouais, c'est un beau nom, Edmond de Rothschild. Voilà, 180 milliards d'euros, c'est 90 milliards via notre activité de banque privée et 90 milliards via notre activité de société de gestion. Et sur ces 90, 13 sont en immobilier. Donc 13 milliards en immobilier, ça c'est la société de gestion Edmond de Rothschild RIM, c'est bien ça ? Oui, c'est exact. En fait, on a 13 milliards d'encours, plus de 8 bureaux en Europe répartis sur les différents pays. On a 7 pays sur lesquels on a une implantation locale, plus de 140 collaborateurs, dont 75% sont situés hors de France. Ça, c'est notre première spécificité. Nous investissons là où on a une présence locale. La deuxième spécificité du groupe, c'est qu'en fait, nous sommes un gestionnaire multi-asset class. Ça veut dire que nous sommes à la fois des gestionnaires d'immeubles de bureaux, d'immeubles de logistique, d'activités, de commerce et de life science. Nous sommes vraiment un gestionnaire spécialisé dans toutes les classes d'actifs. Et du coup, la troisième spécificité, c'est d'avoir l'ensemble des métiers de l'immobilier qui sont internalisés chez Edmond de Rothschild RIM. Sur les 140 personnes, nous avons plus de 13 personnes dédiées au sourcing de nos opérations en Europe qui sont réparties sur l'ensemble de nos pays. Ces 13 personnes sont dédiées au sourcing et qui est dédié aux opérations d'Edmond de Rothschild. On a plus de 20 personnes également réparties sur l'ensemble de nos bureaux en Europe qui gèrent nos immeubles. Il faut savoir que nos équipes, par exemple, c'est des gestionnaires néerlandais qui gèrent nos immeubles aux Pays-Bas, des gestionnaires allemands qui gèrent nos immeubles en Allemagne et ainsi de suite. Pour nous, c'est très important dans la manière dont on gère notre immobilier. Nous avons la gestion locative internalisée également, la gestion technique. Ça, ce sont des acteurs très importants dans notre métier parce que c'est ceux qui travaillent la valorisation de nos immeubles sur les sujets environnementaux et aussi réglementaires. Et enfin, toute la partie structuration et gestion de fonds qui sont en charge de la structuration de nos opérations, des montages éventuels de nos financements et l'optimisation des flux financiers. D'accord, donc une machine bien huilée et qui a lancé sa première SCPI l'année dernière, en avril 2024, Edmond de Rothschild Europa. Qu'en est-il ? Alors, cette SCPI a été lancée pour s'appuyer exactement sur les forces du groupe Edmond de Rothschild. À la fois de s'appuyer sur son implantation européenne. Donc, cette SCPI aura vocation à investir dans les pays dans lesquels nous sommes situés. Et le deuxième élément, c'est de aussi s'appuyer sur notre compétence d'être un gestionnaire diversifié en termes de classes d'actifs. Donc, nous allons investir en logistique, en activité, en bureau, en commerce, en life science et en résidentiel géré. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle ces SCPI dites diversifiées, avec un objectif de rendement évidemment, c'est le principe quand même de la SCPI. Pourrais-tu peut-être nous détailler un tout petit peu plus les pays que vous avez en ligne de mire, peut-être dès maintenant, alors des actifs que vous avez déjà ou que vous envisagez ? Alors aujourd'hui, la SCPI est diversifiée au niveau européen sur 3 pays, sur les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Alors c'est 60% aux Pays-Bas, 25% en Allemagne et 15% en France. Aujourd'hui, on a déjà constitué un portefeuille qui est d'excellente qualité parce que nous avons une durée d'engagement ferme de plus de 11 ans sur la totalité du portefeuille en moyenne, ce qui est très élevé par rapport à ce qu'on peut observer d'habitude. Un taux d'occupation physique et financier à 100% et à chaque fois avec des locataires de qualité sur des localisations de qualité. Notre stratégie aujourd'hui, c'est bien évidemment s'appuyer sur nos équipes locales pour sourcer les meilleures opportunités à chaque fois dans les différents pays. Aujourd'hui, sur les marchés cibles, on a notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande parce que notamment c'est des pays sur lesquels en termes du cycle de repricing de l'immobilier, les prix ont repricé plus rapidement que d'autres marchés en Europe. C'est des marchés qui sont très dynamiques d'un point de vue quand même économique. On voit que la demande locative reste assez forte, qui est aussi un élément très important pour nous. Alors, on a vraiment vocation à continuer à acheter sur ces pays-là en priorité. Mais bien évidemment, comme on a aussi ces implantations locales en Europe, on reste vigilant aux différentes opportunités que pourraient nous offrir les autres bureaux en Europe qui sont à la recherche des meilleures opportunités pour cette SCPI. Et donc, du coup, là, tu nous parles déjà de cette répartition qui existe. Pour rappel, aujourd'hui, la capitalisation de la SCPI s'établit à combien ? On a 20 millions d'euros de capitalisation, dont plus de là aujourd'hui 85% sont investis hors de France. Nous avions une promesse à la fin de cette première année, c'est d'avoir plus de 75%. Donc je suis heureux de dire qu'on a atteint cet objectif. Très largement.
Et alors du coup, donc là, les récentes acquisitions, tu nous parlais un petit peu des pays. Peut-être en zoomant un petit peu plus, quels sont les actifs que vous avez déjà achetés? On a acheté des immeubles, donc comme je le disais, dans différents pays. Je peux prendre des exemples d'opérations qu'on a déjà réalisées. Donc la première opération qu'on a réalisée aux Pays-Bas, par exemple, est un immeuble qu'on a réalisé en sale and leaseback. Alors le sale and leaseback, c'est une opération par laquelle un propriétaire d'un immeuble vend son immeuble et devient locataire. C'est un bâtiment logistique qui est en excellent état, qui a été entièrement rénové. Il est équipé de panneaux solaires, ce qui est en général dans le milieu de la logistique plutôt les bâtiments qui ont fait l'objet d'une rénovation assez récente, parce que c'est assez récent en fait l'installation des panneaux solaires sur les bâtiments logistiques. Et ce qui est assez intéressant dans cette opération, c'est que le locataire voulait garder un avantage compétitif par rapport aux autres concurrents dans le marché logistique, donc il nous a demandé de signer un loyer qui est 2 fois plus faible que la valeur du marché. Sur cette base-là, nous on a pu acheter le bâtiment sur une base de rendement assez élevée, parce qu'on avait plus de 8% sur l'acquisition de ce bâtiment. Vous l'avez acheté pas cher. On l'a acheté. Alors ça, c'est effectivement aussi la conséquence, c'est qu'effectivement en termes de prix métrique, on est sur un prix très intéressant, on se situe entre 400 et 500 euros. Pour donner une ordre de grandeur, la reconstruction d'un immeuble de ce type-là, c'est proche de 1000 euros du mètre carré. Donc ça vous donne déjà un positionnement sur aussi l'intérêt du marché actuel, c'est qu'on arrive vraiment à avoir des prix très intéressants. L'autre élément qui est important sur ce type de structuration, il y en a 2. La première, c'est que le fait que on ait un loyer bas nous garantit le fait que le locataire soit très captif en fait. Il aura tout intérêt au bout. Alors, on a signé aussi un bail de 10 ans ferme avec cette entreprise. Dans 10 ans, il aura tout intérêt à rester avec nous. L'autre élément qui est aussi intéressant pour nous, c'est que en fait, en cas de recommercialisation de cet immeuble, on a la possibilité de revenir au niveau de loyer de marché. Et forcément, c'est aussi un axe de création de valeur si on a besoin de recommercialiser ce genre d'immeuble. Et ça, c'est typiquement le type d'immeuble que nous on cherche à acheter sur le marché en général. Ça, c'est une première opération. Il y a une autre opération qu'on a réalisée sur le marché français, où là, effectivement, on achète également un bâtiment dans le cadre d'un bail de 12 ans ferme. Donc une autre entreprise avec qui on a signé une opération de sale and leaseback. Et là, effectivement, on a un locataire qui voulait rénover son bâtiment. On a travaillé avec lui pour définir le projet de rénovation. On a acheté ce bâtiment sur le base d'un rendement élevé. Une partie du prix qu'on paye va à la rénovation du bâtiment. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que en même temps qu'on a accompagné le locataire qui avait besoin de notre compétence immobilière et technique pour faire cette rénovation, on valorise aussi notre patrimoine. Et ça, c'est typiquement ce genre de stratégie qui est dans l'ADN du groupe Edmond de Rothschild, c'est-à-dire la création de valeur à la fois sur la performance distributive mais aussi sur la valorisation de parts. Effectivement, c'est des opérations qu'on voit pas tous les jours. Ce que tu décris, c'est vraiment intéressant. Pour prendre un peu de perspective et imaginer ce que pourrait être le futur, tu nous parlais donc de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, votre lecture, c'est que ce sont les marchés les plus intéressants en début 2025? Oui, alors effectivement, comme je disais, c'est des marchés qui sont très intéressants compte tenu du repricing qu'il y a eu en Europe. On peut peut-être prendre 2 secondes pour repositionner le marché. On a depuis septembre 2023 la BCE qui avait atteint son pic de taux de la Banque Centrale Européenne à 4,5%. Depuis juin de l'année dernière, la BCE a entamé une baisse des taux et aujourd'hui, ils ont baissé de 135 points de base. Aujourd'hui, on a plutôt constaté une stabilisation des prix de l'immobilier. On n'a pas vu de baisse. Elle s'explique pour une raison assez simple, c'est que les coûts de financement ont baissé effectivement, mais les investisseurs en ont profité aussi pour augmenter leurs marges. C'est une logique aussi de compenser aussi le risque pris actuellement. Depuis le dernier trimestre, on a vu qu'il y avait un redémarrage marché sur certains pays parce que justement, le fait que le coût de l'argent bancaire coûtait moins cher, ça aussi a intéressé des investisseurs de revenir actuellement sur le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, ces marchés-là sont particulièrement intéressants parce que ça reste des marchés où il y a une forte demande locative, les taux sont hauts, ils vont avoir tendance à baisser et forcément ça va créer de la valorisation de parts pour les gens qui y investissent. Alors si ce que vous entendez vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette SCPI ainsi que souscrire en ligne sur la plateforme. Le lien est dans la description. Alors, bien compris sur les actifs sur lesquels vous êtes déjà positionné, mais pour le futur, avez-vous déjà peut-être quelques éléments sur ce que vous allez acheter bientôt? Alors oui, on a déjà 2 opérations en exclusivité. On a un immeuble de bureaux qui est situé à côté de la ville de Rotterdam, donc sur la ville, à côté de l'université de Delft. Donc c'est un bâtiment qui est loué à une entreprise qui existe depuis 70 ans, qui est en excellente qualité, qui nous offre un bail de 10 ans. Donc nous sommes ravis de cette acquisition. Nous avons également un immeuble d'activité qui est à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, qui est également en exclusivité et qui offre aussi une durée d'engagement de 10 ans. Tu as les rendements acte en main de ces acquisitions futures? Alors, nous sommes sur l'immeuble à côté de Rotterdam à plus de 8,5 et l'immeuble entre la frontière belge et néerlandaise à plus de 8%. Alors, il y a un élément dont tu me parlais tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fin de compte, les concurrents, entre guillemets, que vous avez à l'achat, donc en fait les gens avec lesquels vous êtes en compétition d'une certaine manière pour trouver les meilleurs actifs, ne sont pas nécessairement
nécessairement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de prime abord, des SCPI, mais finalement c'est d'autres, ni d'ailleurs des fonds institutionnels, c'est ce que tu me disais, mais vraiment une autre catégorie. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ça et nous expliquer finalement pourquoi vous avez ce positionnement si original aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, le fait d'investir que dans les pays dans lesquels on a une présence locale, c'est donc Edmond Rothschild RIM qui est présent localement et qui négocie avec ses vendeurs, qui négocie avec ses apporteurs d'affaires, qui négocie, qui est vraiment une présence locale, nous permet en fait d'avoir accès à des immeubles qui n'ont pas l'occasion de quitter le pays concerné. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on trouve les meilleures opportunités. Aujourd'hui, nos plus gros concurrents quand on investit, ce sont plutôt des family office locaux. Donc par exemple, sur les opérations en Allemagne, c'est plutôt des family office allemands ou néerlandais. Il faut être local pour pouvoir avoir accès à ces produits-là. Et ce qui est toujours intéressant de ces concurrents, c'est que ce sont des concurrents qui font toujours une opération parce qu'il y a une vraie logique financière à le faire. Ils vont essayer d'être agressifs sur la rapidité d'exécution. Ils vont essayer aussi d'être très présents localement pour avoir ces opérations-là en premier. Mais il n'y aura jamais de concession sur la rentabilité financière. Et nous, ça nous va très bien d'avoir en face de nous ce genre d'acteurs parce que je sais que les actifs vont jamais partir sur des prix qui sont déraisonnables. Il y a un dicton suisse qui dit « Le jour où vous verrez sur votre table un dossier suisse, ça voudra dire que tous les Suisses ont dit non. » Là, c'est exactement le même principe en fait dans tous les pays en Europe. Soit en fait tous les locaux ont dit non parce que c'était pas l'immeuble à acheter, parce qu'il y a aussi des tendances, il y a des zones où en fait les locataires n'ont pas envie d'y aller et on a parfois du mal à le voir en n'étant pas présent localement. On sait le faire sur le marché français parce que on est français et on connaît bien nos marchés, mais quand on part dans d'autres pays, on maîtrise pas bien ces choses-là. Et l'autre élément, c'est donc parfois pas l'immeuble à acheter ou parfois on l'achète à un prix déraisonnable. Et en fait, le seul moyen de s'en prévenir, c'est d'avoir justement ces implantations locales. Investir là où on a nos équipes, c'est essentiel pour nous. Alors peut-être nous, au niveau européen, notre plateforme nous permet de couvrir 80% du marché commercial en Europe, en termes de volume de transactions. On fait le choix d'investir que dans les pays dans lesquels on a cette présence locale et de nous concentrer sur notre savoir-faire et sur les immeubles qui répondent exactement à cette stratégie. Et du coup, on peut maintenant parler chiffres un petit peu, puisque vous avez un petit peu de recul. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes lancé en avril 2024, donc vous n'avez pas beaucoup de recul, mais déjà 20 millions de capitalisation, c'est pas rien. Et en plus de ça, vous aviez communiqué sur un objectif cible de 8%, sur lequel vous communiquez toujours d'ailleurs pour 2025, me semble-t-il. Mais vous avez annoncé un taux de distribution annualisé, donc c'est un taux de distribution un peu différent de ce à quoi on est habitué via le fameux taux de distribution dit ASPIM, qui est donc l'ensemble des loyers de l'année N divisé par le prix de la part au 1er janvier de l'année N. Vous avez communiqué sur un taux de distribution annualisé exceptionnel, 9,66%. Peut-être en préambule, c'est quoi un taux annualisé par rapport au taux classique ? Peut-être déjà pour bien repositionner ce qu'on précise sur les taux de distribution, le taux de distribution cible sur la durée de placement recommandée de la SCPI Edmond Rothschild Repas, qui est donc une durée de placement de 10 ans, elle est de 6%. Nous avions rehaussé effectivement, comme tu le décrivais, notre taux de distribution cible pour l'année 2024 au cours d'année à 8%, et finalement nous avons réalisé un taux de distribution de 9,66. Alors ce taux de distribution annualisé, il se calcule par rapport, donc comme tu le décrivais, nous avons lancé cette SCPI en cours d'année, en avril. Nous avons commencé à distribuer nos premiers dividendes au cours du dernier trimestre et c'est ce dividende-là distribué qui a été utilisé pour calculer ce qu'aurait donné le taux de distribution sur l'année entière. Donc en multipliant par 4. Exactement. D'accord. En se basant sur le prix lors du lancement. Exactement. La définition de la SPIM parle bien sur effectivement le prix de la valeur de part au moment du lancement qui était à ce moment-là de 190 €. Ok, donc c'est plutôt très très favorable d'imaginer. Alors évidemment, on le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais c'est toujours une première validation favorable de la stratégie. Il y a un autre indicateur auquel les investisseurs sont de plus en plus informés et peut-être d'ailleurs sont de plus en plus regardants, c'est la valeur de reconstitution, qui est donc cette valeur d'expertise que vous devez désormais réaliser 2 fois par an, en juin et en décembre. Vous n'avez pas encore communiqué à ma connaissance la valeur de reconstitution, mais tu as déjà des pistes peut-être sur son évolution. Oui, effectivement. Donc cette valeur de reconstitution, on devrait pouvoir communiquer prochainement. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que la valeur de la part de la SCPI fait apparaître une décote de plus de 5% par rapport à la valeur de reconstitution au 31 décembre. Ça, c'est de nouveau plutôt très rassurant pour les personnes qui se disent qu'elles pourraient souhaiter investir. Et alors pour 2025, toujours une cible à 8%? Oui, effectivement. On communique sur un taux de distribution. Donc encore une fois, le taux de distribution sur la durée de placement est de 6%, mais on indique que le taux de distribution cible pour cette année 2025. Qui sera donc le premier TD complet, on va dire. Exactement. Sur le TD complet, on vise un taux de distribution de 8% non garanti sur l'année 2025.
Et alors au-delà du coup de ce taux de distribution cible pour 2025 non garanti de 8%, est-ce que vous avez d'autres ambitions pour la SCPI en 2025 ? Oui, nous avons deux autres. C'est continuer la diversification du portefeuille à la fois sur les classes d'actifs. On a actuellement de la logistique, de l'activité. Je parlais de cette opération en exclusivité de bureaux aux Pays-Bas et continuer à diversifier le portefeuille sur ces classes d'actifs. Et de l'autre élément, bien évidemment, c'est continuer la diversification en Europe sur les différents bureaux où nous avons une présence locale. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un objectif de 75% hors de France pour fin 2024. Fin 2025, est-ce que vous avez déjà une sorte d'idée de l'atterrissage que vous souhaitez en termes de diversification géographique ? On maintient notre objectif à fin 2025 d'avoir un taux d'allocation hors France de plus de 75%, parce que depuis le début, c'est aussi notre volonté d'être vraiment une SCPI diversifiée et pan-européenne et répartie sur plusieurs pays. Alors pour finir, dans votre dernier bulletin trimestriel, vous mentionnez que vous avez obtenu le label ISR en moins de 3 mois. Déjà bravo, c'est une belle performance. Et j'ai l'impression que ce label ISR et de manière générale le sujet d'investissement responsable vous tient à cœur. Que faites-vous par rapport à cela ? La stratégie derrière le label ISR rentre parfaitement dans notre stratégie de valorisation en fait de notre patrimoine. Aujourd'hui, travailler sur l'économie de charge, de consommation d'un bâtiment, elle se reflète directement par une valorisation de l'actif parce qu'on est capable de justifier vis-à-vis de nos locataires une économie de charge et parfois j'arrive aussi à m'en servir pour justifier des augmentations de valeur locative. Je donne un exemple, on a une opération à côté de Lyon qu'on a développée sur lequel on a décidé d'installer des panneaux solaires. On a décidé que la production électrique de ces panneaux solaires bénéficierait à nos locataires. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait consommer 100, il y en a 20 qui sont produits par la centrale photovoltaïque en toiture, il n'en paiera que 80 au réseau national. Cette économie, on sait la valoriser parce qu'effectivement, on connaît le coût de l'électricité et on sait aussi évaluer la production que réalisera cette centrale photovoltaïque. Cette économie-là, on la retranscrit sur des valeurs locatives supérieures à la valeur de marché. On le justifie par ces économies. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que en travaillant sur ces communications-là, aujourd'hui, nos locataires qui regardent nos opérations, elles y voient plusieurs intérêts. Le premier, c'est-à-dire que elles sécurisent un coût d'électricité sur la durée, parce qu'effectivement, moi, je calcule par rapport au coût de l'électricité à aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, le coût de l'électricité sera plus élevé. Deuxièmement, on a aussi des entreprises qui cherchent aussi à améliorer leur impact environnemental, et donc du coup, elles profitent du fait aussi de communiquer sur le fait que leur bâtiment produit de l'électricité. Et bien souvent, les locataires qui s'intéressent aux enjeux environnementaux sont souvent des locataires de bonne qualité d'un point de vue financier. Ça veut dire qu'elles ont réglé le sujet financier et là aujourd'hui elles veulent travailler leur impact environnemental. C'est parfaitement gagnant dans la logique de travailler sur les sujets environnementaux et de performance. C'était un des exemples. Mais on peut en donner d'autres. Vous savez, dans le milieu logistique, pendant bien longtemps, on a construit des immeubles avec des systèmes d'éclairage qui ne sont absolument pas performants. On n'installait pas de LED et la consommation d'énergie est vraiment très importante. Aujourd'hui, la lumière est un plus gros élément de consommation d'énergie d'un entrepôt. D'accord. Investir dans des lumières LED sont très vite rentabilisées. On sait aussi les évaluer en termes de coûts et ces éléments là, on les retranscrit aussi à nos locataires. On sait leur dire, voilà l'économie de charge qu'on va réaliser, mais on va vous demander aussi un effort sur la partie locative. Je reviens sur le label ISR. Pour nous, oui, on y tient à cœur parce que nous sommes une entreprise qui voulons avoir un impact sur la consommation de nos bâtiments. On est aussi conscient dans quel environnement on vit aujourd'hui. C'est vraiment important de aussi réduire notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, on maîtrise très bien en fait ces sujets et au point qu'en fait, on arrive aussi à en faire un élément de création de valeur sur nos bâtiments. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que l'impact, mais ça se retranscrit aussi en monnaie sonnante et trébuchante. Exactement. In fine, ce qui est évidemment super. Alors, en parlant de ces sujets, vous êtes aujourd'hui article 8 du règlement SFDR, pas article 9, qui est donc l'article le plus exigeant, donc l'article 8 est juste en dessous. Pourquoi ? C'est quoi la logique pour vous d'être article 8 entre guillemets seulement? En fait, ça répond exactement à ce que je décrivais précédemment. En fait, un des axes qui est important pour nous, c'est aussi acheter des bâtiments qui sont peut-être pas parfaitement performants. Le jour on les achète, ils existent, ils ont cette consommation. Et notre travail après, c'est de les améliorer et de les faire passer justement peut-être d'un immeuble qui serait article 8 à un article 9. Être article 8 ne nous empêche pas d'acheter des immeubles tout de suite qui sont parfaitement performants. Mais notre travail aussi de création de valeur, c'est de les améliorer. Ça fait partie aussi de la création de valeur. Des investisseurs institutionnels en général veulent absolument payer parfois plus cher un immeuble article 9 parce qu'ils veulent communiquer sur ce genre de bâtiment.
performants et ils ne peuvent pas acheter des bâtiments qui sont peut-être moins performants. Et notre travail aussi, c'est d'acheter des bâtiments qui sont moins performants et les rendre plus performants. Donc encore une fois, finalement, ce levier de création de valeur financière par la création de valeur environnementale également. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Si vous souhaitez en apprendre plus ou élaborer un projet avec l'un de nos conseillers, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description. Merci beaucoup Alexis. Merci Clément de cette invitation.